GPT est en train de tuer le marché, qui passe de plus en plus de fonctionnalités en gratuites. Ils ont les normes de sécurité. Et le dernier point que personne ne voit, mais qui moi me crève les yeux, c'est que quand tu vas te balader sur LinkedIn, sur les équipes d'OpenAI, déjà ils étaient 300-400 il y a 6-8 mois, ils sont 1500. Et dans les 1500, il y a moitié de devs, pas plus. Parce que les autres, c'est qui? C'est des team product. C'est tous les meilleurs products de la Silicon Valley. T'as l'ancien head of product de Stripe, de Airbnb, de Snapchat, d'Instagram. Tous, ils sont tous là. Aucune boîte qui a réuni des Avengers comme ça, aucune. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau interview. On va parler aujourd'hui d'IA. On avait déjà fait un épisode avec Martin. Salut Martin. Salut Mathieu, merci pour l'invite. Je t'en prie, aujourd'hui je voulais reparler d'IA parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. C'était il y a quelques mois, on avait fait cette interview ensemble et il y a eu encore plein de nouveautés et je trouvais hyper intéressant de prendre le temps de t'interviewer en tant qu'expert. Tu peux te représenter qui tu es, qui tu représentes, quelle société, voilà ce que tu fais dans l'IA. Yes, avec plaisir. Donc merci pour l'invitation Mathieu. Donc je suis Martin Pavanello, j'ai 26 ans, j'ai monté plusieurs boîtes dans l'immobilier et puis depuis un an j'ai créé une boîte qui s'appelle Mister IA, qui à l'origine était une newsletter où je démocratisais l'IA générative pour les particuliers. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça impacte vos vies, quelles sont les grandes annonces faites par les grandes entreprises d'IA américaines, etc. Commencé par une newsletter et puis petit à petit, à partir de l'été 2023, c'est devenu une vraie entreprise qui a deux services. Le plus gros aujourd'hui qui est un service de formation. On forme tous les Français à l'utilisation des outils d'IA générative, ChatGPT en particulier. Et ensuite, on fait aussi de l'audit et du conseil pour les boîtes qui veulent aller plus loin et qui nous disent moi, je veux un consultant pendant un an dans l'entreprise pour analyser mes process, les améliorer au fur et à mesure, faire du développement, pourquoi pas d'outils, etc. Et donc, on a créé Mister IA en septembre. Exactement. Comment c'est arrivé l'idée justement de la création de Mister IA ? C'est arrivé avec une conviction qui est très très forte, qui est de dire que l'IA va littéralement changer la vie des collaborateurs. Et c'était une conviction, ça l'est plus du tout, c'est réel maintenant, c'est plus qu'une conviction, c'est totalement réel et c'est ce qu'on voit, donc on est assez content. Mais en tout cas, c'était une conviction et on s'est dit à la fois ça va changer la vie des collaborateurs, mais il y a un peu un décalage entre l'impact que ça va avoir, ce dont les gens se rendent compte, parce qu'on voyait beaucoup de gens qui disaient je connais pas, oui ça écrit ChatGPT du texte, mais et alors? Donc on a dit il faut leur montrer ce que ça peut faire et leur apprendre à l'utiliser. Parce que là aussi, on se rend compte que 5 ou 3% des gens savent utiliser ChatGPT, donc il y a besoin de formation. Et du coup, on s'est dit, le besoin de comprendre ce que c'est, comment ça va être utile, et le besoin de se former, faut créer une boîte qui va faire tout ça. Et en plus, au-dessus de tout ça, on se rend compte que les entreprises, elles savent pas par où le prendre. Parce que le management, souvent, se rend compte que ça va changer l'organisation de l'entreprise, que ça va faire des gros gains de productivité et de qualité, mais ils savent pas par où le prendre. Est-ce que je mets Donc, du distance? Ils sont pas dans l'exécution, c'est-à-dire qu'ils savent beaucoup. Ils ont l'idéologie de dire l'IA, il faut que j'utilise pour mon entreprise, pour mes collaborateurs, pour augmenter la productivité de mon entreprise. Moi, c'est mon cas. Je l'ai vécu quand vous êtes venu dans nos bureaux. Mais en termes d'exécution, ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire en termes d'exécution. Est-ce que je mets tout le monde sur ChatGPT? Est-ce que je mets tout le monde sur Copilot? Est-ce que je prends des licences payantes? Est-ce que je prends des licences gratuites? Est-ce que je dois former mes collaborateurs? Ou certains grands groupes nous disent en fait, ils vont apprendre à l'utiliser tout seuls. C'est le flou, c'est vraiment le flou, en tout cas dans leur esprit à eux. Et donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on crée Mister IA pour les accompagner. Et c'est quelque chose de très long terme. Moi, j'arrête pas de dire, je pense qu'on a vu 5% de ce que va nous faire l'IA dans les prochaines années. Donc déjà, ceux qui ont loupé cette vague-là, courage à eux. Sam Altman, le patron d'OpenAI, nous dit souvent, ceux qui n'ont pas appris à utiliser GPT-4, qu'ils oublient d'utiliser GPT-5. C'est comme si je te dis, tu connais pas l'ordinateur, mais je vais t'apprendre à utiliser Excel. Apprends ce que c'est qu'un clavier déjà, puis une fenêtre, puis une fiche Excel, puis après on pourra faire des formules. Mais donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se laissent aller. Non, on donne le discours de il faut se former, il faut se former, il faut se former. Et on en reparlera, mais les gens qui se forment font des gains de productivité énormes. Ceux qui laissent passer le train, ils en auront laissé passer d'autres et ils sont déjà, je pense, derrière nous. Mais les boîtes, pour le coup, c'est plus dur. C'est pas juste qu'elles veulent pas, c'est que c'est des vrais choix. Quand tu as 1000, 2000, 3000 collaborateurs, tu peux pas dire ok, je prends de la formation pour tout le monde, je prends des licences à 40 € par mois pour tout le monde et on verra. C'est beaucoup d'argent. Donc elles sont en train de faire des vrais choix et nous on les accompagne là-dedans. Qui doit se former, qui doit pas se former, qui prend une licence, qui prend pas de licence, comment on l'utilise, etc. Ok. Si on revient un peu plus aux basics, si tu arrives à synthétiser qu'est-ce que c'est qu'une IA générative et qu'est-ce que ça peut apporter au quotidien, alors pas forcément d'une grande entreprise, mais d'un collaborateur unique, d'un entrepreneur individuel. Ouais. Et ça touche beaucoup les entrepreneurs, on le voit de plus en plus. L'IA générative, donc l'IA, ça existe depuis très longtemps, on parle d'IA depuis 70 ans globalement. Et en fait, ce qui est très nouveau, c'est à partir de 2015, on a des nouveaux modèles qu'on va appeler les IA génératives, qui cette fois-ci donc fonctionnent avec le même principe qu'une IA, à savoir un algorithme que j'entraîne avec beaucoup de données. Donc typiquement, moi je donne souvent pour exemple les algorithmes de meilleurs agents. On les a entraînés avec énormément de données, et maintenant on leur dit prédis-moi le prix dans le 8e arrondissement de Paris. Ça, c'est des IA classiques, entraînées avec des données, elles reconnaissent des données et elles arrivent à réfléchir.
Et l'IA générative, ce qu'elle a de nouveau, elle fonctionne de la même manière. Je les entraîne avec de la data. Par contre, derrière, je ne dis pas reconnais-moi ou prédis-moi un prix. Je lui dis génère-moi du contenu. Et donc, typiquement, un ChatGPT, qui est une IA générative de texte, elle a été entraînée avec des centaines de milliards de données. Globalement, les algorithmes de GPT ont été entraînés avec tout Internet. Et maintenant, ils sont en capacité de générer du texte comme un humain. C'est-à-dire que je vais leur dire fais-moi une note de synthèse, il me rédige une note de synthèse. Je vais lui dire fais-moi un poème, il me fait un poème. Écris-moi un mail pour Mathieu pour le remercier du podcast, il va t'écrire un mail pour te remercier du podcast. Et de manière tellement précise qu'il est impossible aujourd'hui de détecter un humain qui utilise une IA. On ne sait pas s'il a utilisé une IA ou s'il l'a écrit à la main, s'il l'a bien utilisé. Donc ça parle vraiment comme un humain. Et des cas d'usage pour les entrepreneurs ou pour les collaborateurs, il y en a énormément. C'est un outil qui, donc, je disais, écrit très bien. En fait, on se rend souvent pas compte, et nous, on aide les collaborateurs à ça aussi, on se rend pas compte de tout le contenu qu'on écrit sur une journée. Que ce soit des articles de blog quand on est entrepreneur pour augmenter son reach, que ce soit des posts réseaux sociaux. Nous, on poste beaucoup. Il y en a plein qui nous disent « Ah, Mysteria, le contenu est top. » Bah oui, mais sans IA, on ferait jamais ça. Et c'est de l'IA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton contenu que je suis sur Mysteria, c'est majoritairement de la rédaction via les IA. Bien sûr. Ah ouais, bien sûr. On corrige tout, on vérifie tout, mais c'est l'IA qui rédige beaucoup. On a une newsletter qui envoie toutes les semaines à 25 000 personnes. C'est l'IA qui la rédige, la newsletter. Et nous, on met notre valeur ajoutée sur autre chose. On regarde juste, on vérifie juste la newsletter et après, on fait autre chose. Donc tout ça, comparaison de documents, analyse de documents, synthèse. En immobilier, souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah bah ouais, je reçois les analyses de marché de JLL sur le marché commercial, sur le bureau ou je ne sais quoi à Paris. Je me les paluche toutes un par un, page par page, parce qu'il y a 50 pages. En fait, ça c'est fini parce que j'envoie ChatGPT, je lui dis tu me sors... Ces informations-là. Ouais. J'ai une newsletter qui parle de cet indicateur-là, tu me le donnes tous les trimestres et après, à chaque fois, il te reçoit l'indicateur. Exactement. Donc c'est incroyable. Des cas d'usage comme ça, et je dirais même surtout pour l'entrepreneur, où la personne qui travaille tout seul, parce que, et tu parlais des grands groupes, c'est assez intéressant. Nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'utilité dans le grand groupe que dans la petite PME, voire l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans un grand groupe, si je caricature un peu, désolé pour ceux qui nous écoutent, tu fais le même taf toute la journée. Quand tu es au marketing dans un grand groupe, ta créativité, elle n'a pas trop le droit de s'exprimer. Quand tu es chez Danone, tu vas pas décider de faire un logo vert demain. Donc, tu n'as pas trop de créativité qui s'exprime. Le process, il est carré. Ça fait 50 ans d'ailleurs qu'il est carré. Donc, tu peux pas trop sortir. Quand tu es entrepreneur ou dans une PME, on bosse avec beaucoup d'agences IMO. Bah, en fait, tu te rends compte dans une agence IMO que tout le monde fait tout. C'est qu'un jour, tu as la casquette marketing, le lendemain, tu as la casquette, tu vas sur le terrain, puis après, tu réponds un peu à des clients, puis après, tu dois aller négocier, puis quand il y a un recrutement qui vient, tu vas aider parce qu'il n'y a pas de RH dédié à ça. Ouais, vu que tu joues sur la productivité des collaborateurs, t'as d'autant plus de gains quand t'as les gens qui font tout, en fait. Exactement. Plus les gens sont multitask, nous on dit l'IA, elle s'adapte très bien pour des gens qui ont une multitude de petites tâches, ce qui est le cas d'un entrepreneur, ce qui est mon cas, ce qui est ton cas, et donc là-dessus, ça marche très bien, alors que quand je sais que dans la journée, j'ai 2 articles de SEO à écrire, puis demain aussi, puis après-demain aussi, 1, je veux pas le faire faire à une IA, et 2, j'ai pas envie de le faire faire à une IA, parce que sinon, je vais vite comprendre qui va le faire à ma place. Quand t'es entrepreneur, tu cherches à faire des choses à ta place par une IA, donc c'est assez différent. Intéressant. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi qui es vraiment à la pointe de l'IA parce que c'est ton quotidien et tu formes des gens pour ça. Entre avant l'IA et maintenant, toi avec une très bonne utilisation des différents outils d'IA, c'est quoi le gain de productivité que tu as réussi à gagner dans ton entreprise ? En termes de, on va dire, personnel, productivité, tu arrives à donner un ordre de grandeur. Ouais, déjà, je pense qu'il y a 2 choses. C'est qu'il faut pas chercher que du gain de productivité sur ChatGPT, il faut chercher du gain de qualité aussi. Les études nous montrent qu'en moyenne, on a fait des études, enfin pas on, mais le BCG, le Boston Consulting Group, qui est le plus gros cabinet de conseil au monde, a fait des études en donnant à 1000 consultants ChatGPT pour tester les résultats. Et on se rend compte que le gain de temps pour les gens qui utilisent ChatGPT est de 25% sur leurs tâches, donc c'est quand même considérable, mais le gain de qualité est de 41%. Et en fait, c'est un outil qui nous demande de nous remettre vraiment en question parce qu'il écrit mieux que nous, synthétise mieux que nous, il analyse mieux que nous. Alors, je pense, intuitivement, on pourrait penser que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça nous fait gagner du temps, mais pas forcément de la qualité. Exactement. Et en fait, quand on l'utilise bien avec des gens formés, et au BCG, c'est quand même les meilleurs profils académiques du monde, ils gagnent 41% de gain de qualité. Donc, ils font 41% de gain de qualité. Donc déjà, il faut chercher les deux. Il faut se dire où est-ce qu'il est meilleur. Moi, la newsletter, certes, il l'écrit plus vite, mais en fait, il l'écrit mieux. Parce que je lui ai donné mes contraintes, j'ai tout donné, donc il l'écrit mieux que moi, la newsletter. Il est pas fatigué. Il est jamais fatigué, et tout ça. Donc, déjà, voilà, sur le gain de qualité... Donc, en fait, si tu fais une moyenne, ça fait à peu près 30%. Ouais, à peu entre près. Le temps et la qualité, quoi. Exactement. Donc, tu peux gagner à peu près ça. Évidemment que c'est pas des choses qu'il faut viser dès le départ. Nous, on dit déjà, va gagner 10% de productivité et déjà, tu seras content. Et ça s'atteint assez vite, en fait. Donc, tu vois, on voit ça avec des agents immobiliers, on en a formé des milliers. Mais ça change la vie. Ça change la vie. Et parfois, il y a des agents qui te disent, en fait, c'est pas le gain de temps d'écriture d'annonce qui m'a le plus servi. C'est que je me suis préparé à une négociation avec ChatGPT et j'ai pris un mandat. Donc là, c'est typiquement du gain de qualité. Il n'y a pas de gain de temps. Tu as perdu du temps. Tu as investi du temps à parler à GPT pour t'entraîner à la négo. Mais tu as gagné un mandat. Donc,
Donc ouais, moi j'insiste beaucoup sur le fait que ne cherchez pas que à gagner du temps, cherchez à gagner de la qualité. Et déjà en productivité, si tout ça réunit, vous allez chercher 10-15% avec un outil qui est gratuit, voire qui coûte 20 € par mois maximum, un entrepreneur, ça vaut vite beaucoup d'argent. Okay. Même collaborateur. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage avec autres que des entrepreneurs, par exemple de l'immobilier, des investisseurs immobiliers, des gens qui gèrent leurs tâches au quotidien dans leur vie personnelle aussi? Quels sont les cas d'usage que tu vois le plus régulièrement? Ouais, il y en a énormément. Ce que j'aime bien sur ChatGPT, que je vois beaucoup chez les entrepreneurs, c'est que c'est un assistant qui leur permet de plus en plus, d'utiliser de manière très avancée les outils qu'ils utilisent déjà. Excel typiquement. Nous, je vais faire l'exemple classique qui marche chez nous et je l'ai vu chez plein d'entrepreneurs. Des gens qui me disent en fait, nous on a un fichier Excel où on gère tous nos inscrits à des formations. Donc aujourd'hui, on en reparlera, mais on a 5-6 000 inscrits à nos formations sur les 4 prochains mois. C'est énorme, ouais. En présentiel, dans des lieux où il y a 10 personnes maximum. Donc t'imagines le bordel sur un fichier Excel, c'est la cata. Et on ne sait pas faire de macro Excel. GPT, il sait faire une macro Excel. Donc quand on a créé le tableau, on lui a expliqué, on lui a dit voilà, j'ai besoin d'une très grosse macro Excel pour gérer tout ça. En 10 minutes, 20 minutes, on a créé un fichier qui tourne tout seul, qui s'alimente tout seul, qui est branché à Zapier, je ne maîtrise pas Zapier, qui est branché à notre Outlook, je ne maîtrise pas le lien entre Outlook et Excel. Tout ça parce que le logiciel permet de le faire et que GPT nous a aidé à le faire. Je donne un autre exemple. Récemment, un investisseur qui nous dit je reçois des NDA tout le temps, des contrats, avec plein de commentaires de plein de gens, des avocats à droite, tu sais, sur un Google Word, tu peux mettre des commentaires. Faire des commentaires, etc. Les avocats à droite, les collaborateurs à gauche, le potentiel client à droite, au milieu, etc. Il y a plein de commentaires. Et il nous dit, j'aimerais bien avoir un outil qui me synthétise les commentaires sur un petit tableau, commentaire de Mathieu, date, personne, date, commentaire. Et ça, c'est assez complexe. En fait, on a demandé à GPT, on lui a dit comment on peut faire ça. Et dans une macro, lui, il te dit dans une macro Word, il te donne la macro Word, tu lui dis, mais comment je fais pour mettre une macro dans Word? Il te dit où le mettre, tu le mets dans Word, et là, dans ton fichier Word, dès qu'il y a un commentaire qui est ajouté, ça crée un petit tableau en dessous, et ça te met le commentaire. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça, qui peuvent être tout bêtes, mais en fait, je me rends vraiment compte que ça booste l'utilisation d'Excel, Word, PowerPoint chez les entrepreneurs. Donc là, et je lui dis aussi pourquoi, parce que depuis 10 ans, on nous dit il faut un SaaS pour ci, il faut un SaaS pour ça. Pour ton investissement immobilier en commercial, il faut tel SaaS. Par contre, si tu veux du logement, il faut tel SaaS. On te vend des SaaS pour tout et n'importe quoi. Hier, j'entendais Oussama Hamar qui parlait de ça. Il disait est-ce qu'on va bundle les SaaS ou débundle un peu les SaaS? Moi, je pense qu'on va bundle les SaaS et je pense qu'il y en aura de moins en moins de petits SaaS parce qu'en fait, Excel va marcher très bien pour plein de cas d'usage. Et nous, tu vois, là-dessus, ça se trouve, il y a 2 ans, on se serait dit on va prendre un petit SaaS pour gérer nos formations. Pour l'instant, le fichier Excel, il coûte 0, il marche très bien. Et demain, si je veux aller plus loin, j'ai mon GPT qui va m'apprendre à configurer ma macro. Il va te plugger plus d'informations sur Excel. Exactement. Donc, tu as des cas comme ça, j'en ai plein. En fait, la conclusion de ChatGPT, c'est la seule limite à utiliser ChatGPT, c'est soi-même parce qu'on peut se dire, ça, c'est pas pour ChatGPT, ça, il peut pas le faire. En fait, il faut toujours lui poser la question. Oui, c'est clair. Et aujourd'hui, les meilleurs utiliseraient 10-15% de capacité de GPT, pas plus. Donc, pour tous les gens qui te disent, c'est pas utile, déjà dis-leur soit t'es meilleur 90% de la population française, enfin de la population mondiale, des experts même, parce que c'est pas la population, c'est les experts. Soit t'es meilleur 90% des experts, et dans ce cas-là, oui, peut-être que GPT n'est pas utile pour toi. Sinon, regarde comment faire passer ton utilisation de 10% de capacité à 100%. Aujourd'hui, on sait même pas le faire, l'outil est trop puissant. Attends, d'ailleurs, justement, j'avais lu un truc. ChatGPT, ils ont mesuré son quotient intellectuel. Je crois qu'il est supérieur à 90 ou 95% de la population française. En QI pur, oui, je pense. Oui, le QI, c'est quand même beaucoup de raisonnement, de logique, et c'est un outil qui fonctionne avec la logique. Ouais. Ouais, oui. Et donc, quand tu as ça à portée de main qui est gratuit ou quasiment gratuit, c'est quand même une hérésie de ne pas l'utiliser quasiment tous les jours. Ah oui, c'est clair. C'est un outil. Ça, moi, j'ai tout le temps, c'est la première fois qu'on a un outil qui est plus intelligent que nous sur plein de tâches. Il n'est pas juste plus rapide ou plus optimisé. Les SaaS, c'est une optimisation de ce que tu fais. Oui, si on prend. La plupart des outils digitaux qu'on utilise, c'est faire ce qu'on fait déjà, mais de manière plus optimisée. Et lui, c'est pas vraiment ça, en fait. C'est un outil qui réfléchit, c'est un outil qui peut raisonner, un outil qui peut analyser, synthétiser. Et donc, oui, c'est une forme d'intelligence. Alors, on parlait d'Yann Lequin tout à l'heure. Yann Lequin va te dire qu'il n'est pas intelligent et que ça sert à rien. Fine. Mais en tout cas, si ça fait faire 30% de productivité au monde entier, c'est intelligent. Si ça peut créer 30% de gain de productivité sur 2700 milliards de PIB en France, on va pas s'en priver. Pas s'en priver. Non. Et justement, c'est quoi l'adoption à ce jour en France ou un peu dans le monde? On avait vu le OpenAI et ChatGPT, la première version qui a explosé les compteurs. Ça a été l'application la plus adoptée ever. Et aujourd'hui, en 2024, on en est où sur l'adoption là? Alors, dans le monde, on en est où? On en est à peu près à 300-400 millions d'utilisateurs mensuels, ce qui est énorme. Je pense qu'ils vont vite atteindre le milliard, à mon avis, donc c'est beaucoup.
Ce qui est sûr, c'est que la hype a un peu diminué, dans le sens où, évidemment, ça a été tellement fort il y a un an que tout le monde s'est mis dessus. Ouais. Voilà, tout le monde s'est mis dessus. Mais en fait, ça a commencé à diminuer il y a 9 mois. Ok. On s'est dit, est-ce que ça a vraiment diminué? En fait, comme tu dis, c'est un plateau, mais c'est un plateau qui est hyper élevé. On n'a jamais vu un outil qui était utilisé mensuellement par 400 millions d'utilisateurs au bout d'un an de commercialisation. 1 an et demi aujourd'hui, on parle. Donc, c'est que ça reste énorme. L'adoption, moi, je trouve qu'elle est dingue. Elle est dingue aussi parce que elle touche autant le PDG d'une boîte. Là encore récemment, on forme une boîte, ils sont 500. Le PDG est venu à une formation pour voir. Il nous a commandé ensuite des formations perso que pour lui. Il dit, je veux que vous veniez dans mon bureau tous les mois, je crois, une fois par mois, pour le former que lui. Il a compris tout ce qu'il pouvait faire avec lui-même. Donc si lui, il trouve des cas d'usage, c'est qu'il y en a. Et à l'inverse, le dernier assistant ou la dernière assistante de sa boîte, il a des cas d'usage aussi. C'est ça qu'on trouve incroyable, c'est que tout le monde, il n'y a pas un métier où tu peux te dire, non, moi, ça ne me touche pas. Donc l'adoption, elle touche tout le monde. Les chiffres d'utilisation en France, c'est dur de les trouver. Globalement, si on fait 300 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde, tu dois être à peu près à 3-4% de ça en France. Donc, tu vois, 4, 5, 6%, 6 millions de personnes en France qui l'utilisent tous les jours, mensuellement. Donc, c'est assez énorme. Les chiffres sont quand même très forts. Nous, ce qu'on voit au niveau de l'adoption, qui est nouveau là depuis 3-4 mois, c'est pas tant l'adoption... en fait, tu as eu l'adoption B2C très rapide. On est monté à 1,5 milliard d'utilisateurs, je crois, au tout début. Ensuite, tu as eu les 7-8 mois où les boîtes se sont posées beaucoup de questions et du coup l'adoption a diminué parce que les boîtes disaient question de contrôle de l'information. Voilà, j'ai interdit, exactement, donc j'ai interdit ou je mets sur Copilot. Propriété de l'information, etc. Donc l'adoption a diminué un peu et là depuis 2 mois on voit une vague incroyable où les boîtes se disent bon ok, on va tous sur ChatGPT. PwC a annoncé il y a une semaine qu'ils prenaient 110 000 licences pour leurs collaborateurs payantes. Si ça marche, ils étendent à 350 000 collaborateurs dans le monde. Ils testent 110 000 licences et en parallèle, ils deviennent le premier revendeur d'OpenAI dans le monde. Donc, ils vont déployer des licences ChatGPT chez tous leurs clients. Ils en ont quelques-uns. Donc ça veut dire que même les grosses boîtes comme ça, qui sont quand même avec des informations hyper sensibles, sont prêts à prendre le pas et à, grosso modo, à donner toutes leurs infos, toutes leurs data à OpenAI. De toute façon, pour moi, c'est un faux débat. C'est un truc très français de dire oui, on veut notre petit français, on veut notre souveraineté, on veut machin. On est tous sur Microsoft, on a tous un Apple, on est tous sur Instagram. Arrêtons de nous palucher avec... On est tous un peu américains. On est complètement américains et c'est une mauvaise chose. Moi, je préfère avoir un Instagram français, un Facebook français, un Snapchat français et un Microsoft français. Manifestement, ça n'existe pas et je commence ma journée sur Instagram. Quand je vais au bureau, je me mets sur Google et je reçois un mail sur Outlook. Donc, ma donnée, ils l'ont déjà. Donc oui, ça aurait été bien que là-dessus, on est déjà en français. Bon, loupé. On a des Mistral, mais pour d'autres cas d'usage. Donc... ouais, les boîtes s'en rendent compte. Et ils vont tellement vite dans la fonctionnalité, dans la puissance de leur modèle, OpenAI, que moi j'ai plein de boîtes qui me disent en fait, entre faire ça de gain de productivité avec tel risque ou faire beaucoup moins avec pas de risque, en fait, j'en suis à un moment donné où ma boîte elle a besoin de faire des gains de productivité. Et peu importe si mes datas, elles sont sécurisées aux US, voire même pour OpenAI sécurisées en Europe maintenant, ou si elles sont dans des serveurs français en bas de chez moi, peu importe. Donc les boîtes, elles choisissent le gain de productivité. T'imagines quand t'es un peu WC, qu'on te parle de 20% de gain de productivité, ça veut dire que t'es prêt à mettre tes serveurs, tes data sur des serveurs de ChatGPT et qui en plus, pour boucler la boucle, sont maintenant sécurisés. C'est quoi le frein à intégrer l'IA dans toutes les entreprises? Est-ce qu'il y en a? Le coût, à première vue. Le coût parce que quand même, t'es sur des licences payantes à 20 € par mois qui sont beaucoup plus puissantes que les gratuites, mais ça aussi, c'était jusqu'à il y a 2-3 semaines où ils ont fait des... mais quand tu vois la gain de productivité, on parle de 30% là, si on a fait qualité, temps, plus le fait que même payer une formation, je sais pas moi, quelques milliers d'euros par rapport au gain que tu vas avoir. Ouais, est-ce qu'il y a un vrai débat? Alors non, par contre, les décideurs, ils sont pas au courant de ça. Donc tu vois, c'est en fait la personne qui va décider de mettre GPT chez tout le monde dans la boîte, elle peut te croire qu'il y a 30% de gains de productivité qui vont être faits, mais tant qu'elle les a pas vus, on n'a pas encore d'études de 5 ans de recul. Donc c'est pour ça, c'est qu'il y a encore un décalage entre ce que pensent les entreprises des gains de productivité qui vont être faits et le coût, qui pour le coup est très factuel. Si tu veux t'abonner, c'est 20 € aujourd'hui ou demain, quel que soit le gain de productivité. Donc voilà, c'est ça un peu le décalage entre les deux. Mais là, ils y vont. Et ils y vont très fort. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, GPT est en train de tuer le marché. C'est qu'ils passent de plus en plus de fonctionnalités en gratuite. Ils ont les normes de sécurité, qui fait que tous leurs concurrents qui s'étaient dit, nous, on est des chats GPT sécurisés, ils sont morts. Pratiquement, je ne sais pas comment ils peuvent tenir. Et le dernier point que personne ne voit, mais qui, moi, me crève les yeux, c'est que quand tu vas te balader sur LinkedIn, sur les équipes d'OpenAI, amuse-toi à faire ça cet après-midi. Déjà, ils étaient 300-400 il y a 6-8 mois, ils sont 1500, donc ils recrutent énormément. Et dans les 1500,
il y a moitié de devs, pas plus. Parce que les autres, c'est qui? C'est des team product. Et quand tu regardes la team product de GPT, c'est tous les meilleurs products de la Silicon Valley. T'as l'ancien head of product de Stripe, de Airbnb, de Snapchat, d'Instagram. Tous, ils sont tous là. Donc, ils veulent tout casser. Il n'y a aucune boîte qui a réuni des Avengers comme ça. Aucune. Personne ne le sait parce que ça fait pas les grands titres quand l'ancien head of product de Stripe va chez OpenAI. Par contre, ça se voit sur LinkedIn et ça se voit dans les produits. Ils sont prêts à tout. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir une situation de monopole comme ça? Ou aujourd'hui on est en oligopole, mais bientôt on va avoir une situation de monopole. Ouais, on y va tout droit. Est-ce que c'est dangereux? Moi, je pense qu'on a un... Tu parlais du coup, après ils peuvent implémenter le... Ouais, qu'ils veulent. c'est vrai. C'est pas ce qu'on a vu sur Microsoft. Tu vois, Microsoft, on n'a pas tant vu que ça. Pourtant, ils ont un monopole. Ils ont 80%, 85% du marché. En France, en tout cas, et même dans le monde, je pense. Donc, je pense qu'ils seront scrutés pour ça. C'est pas parce que tu es en monopole que tu fais ce que tu veux sur les prix non plus. Surtout maintenant, même aux US, même en Europe, tu vois, on fait quand même attention. Microsoft, ils passent leur temps à payer des amendes de 2-3 milliards. Comme Google aussi, on a payé sur son moteur de recherche. Voilà, donc je pense qu'ils iront pas jouer à ce jeu-là. La preuve, pour l'instant, ils font l'inverse. Ils passent tout en gratuit. Après, le monopole, ouais, on y va clairement. Enfin, on y va comme on y est sur Google et comme on y est sur Microsoft. Et là, on n'y échappera pas. C'est qui quand même les outsiders? Est-ce qu'il y a d'autres applis que tu conseilles d'utiliser en plus de ChatGPT? Ouais, tu pourrais nous les lister? Il y en a plein qui ont des cas d'usage que n'a pas GPT. Perplexity, on croit beaucoup à Perplexity. Perplexity, c'est un outil qui est entre GPT et Google. C'est-à-dire qu'ils appellent ça un moteur de résultats. Tu poses une question comme à Google et il te fait un texte comme GPT mais sourcé. Il te donne toutes les sources en vidéo, en images, en... Donc tu as les sources, tu sais d'où ça vient. Et exactement. Tu peux avoir la fiabilité de tes sources. Ouais, et l'outil est hyper puissant. Et là, nous, tu vois, on se prend des fois au jeu, on se rend compte qu'en fait, on utilise Perplexity et pas Google pour faire nos recherches. Parce que du reste, Google est vraiment en train d'être attaqué sur tous les fronts. C'est la première fois qu'ils se sentent autant en danger, donc on verra ce que ça donne. Mais Perplexity, c'est Google qui a fait ça. Non, c'est un outil ad hoc par des Américains, encore une fois, et qui est vraiment puissant. Et Google les regarde de très près parce qu'ils ont très peur. Donc Perplexity, on l'utilise beaucoup. Gamma, qui fait des slides. Gamma, je lui donne un document Word et il me fait 15 slides magnifiques avec ma charte graphique si je veux, en 1 minute, incroyable. Gamma, Perplexity, Nuta, Firefly, tous les outils de résumé de réunion, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, j'utilise ça. Ça, j'aime bien. Mais en fait... Et Copilot, parce qu'on entend parler de Copilot, à comparer à ChatGPT, c'est quoi les avantages et inconvénients, tu dirais? Trop déceptif. Seul avantage, c'est que c'est Microsoft et que du coup, c'est sécurisé. Enfin, c'est rassurant, tu vois, d'un point de vue sécurité. Ouais, mais OpenAI, c'est Microsoft maintenant. Ouais. Bah, c'est pour ça que je vois plus beaucoup. On en voit plus beaucoup. Et toutes les grosses boîtes qui passent sur Copilot sont déçues. Sont déçues parce que ton collaborateur, s'il est sur Copilot au bureau, il rentre chez lui, il a GPT-4o, qui est le meilleur modèle du marché, gratuit, sur son ordinateur. Ça c'est imbattable. C'est comme à l'époque, je pense, quand tu donnais des 3310 à tous tes collaborateurs, alors que chez eux, ils avaient un iPhone. C'est impossible, tu tiens pas longtemps. Et donc... Moi, j'ai essayé un Copilot, franchement, j'ai été naze. déçu. Ouais, c'est naze. Pour l'instant, c'est naze. Donc, à part sur Outlook, moi, je l'utilise un peu sur Outlook pour répondre à des mails. C'est vrai que c'est intégré, c'est plus facile. Ouais, mais bon, c'est 30 € par mois. Et 30 € par mois pour avoir ces cas d'usage-là, moi, je dis à tout le monde, face sur ChatGPT. ChatGPT est en train de rendre son interface interactive. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que ChatGPT, on peut l'avoir sur une fenêtre, mais on peut aussi... comment on peut le plugger avec les différents outils d'usage, bureautique, mail, Word, Excel, etc. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, bien sûr. La première étape, c'est qu'ils ont rendu le truc interactif. Donc maintenant, quand vous donnez un fichier à ChatGPT, un fichier Excel, vous allez pouvoir le modifier dans ChatGPT. Donc là, c'est typiquement, ça marche sur les plates-bandes de Copilot. Vous pouvez le modifier dans GPT, vous pouvez lui dire change-moi la couleur du graphe. En fait, vous mettez le fichier, il apparaît comme un fichier Excel et vous avez comme si vous aviez Copilot sur votre droite. Sauf que, vous êtes sur ChatGPT. Donc ça devient interactif. L'étape 2, c'est que c'est en train de brancher Outlook et Google Gmail dessus. Et ils le montrent déjà, ils montrent des exemples où ils disent à GPT, écris un mail et envoie-le à Mathieu.Degli, etc. Et ça envoie le mail. Tout seul, sans changer d'interface. Donc je pense qu'ils y vont vers une super interface. On parle beaucoup de super apps. Les Chinois, ils ont tous des super apps qui font à la fois du paiement, de la delivery de food, du réseau social, du machin. Donc je pense qu'on aura une super app professionnelle. C'est qu'en fait, tout sera branché dessus. Et quand tu es à Outlook ou Gmail, tu vas pas interdire OpenAI à se brancher sur ton API, c'est impossible. Donc je pense qu'ils vont là-dessus. Aujourd'hui, ils sont que sur Excel. Enfin, il n'y a que Excel, mais quand tu leur demandes de faire un fichier Word ou PowerPoint, GPT le fait maintenant. Il te crée un fichier. Mais bientôt, vous mettrez un PowerPoint dedans, vous pourrez le modifier directement depuis ChatGPT. Ça, je pense que c'est une question de temps, ça va arriver. Ok. On parlait de ChatGPT 4o. Ouais. Je me rappelle quand c'est sorti, tu m'avais fait un message en disant c'est la folie, t'as vu la vidéo, etc. C'est dingue. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Ouais. Et les nouvelles fonctionnalités? Donc, il y a 2 semaines, OpenAI annonce un nouveau modèle qui s'appelle GPT-4o, qui est le plus puissant modèle aujourd'hui qui est sorti sur le marché.
Ce qui est très nouveau, pendant ces annonces-là, la première grosse nouveauté, c'est qu'ils passent tout en gratuit. Aujourd'hui, l'utilisateur gratuit a accès aux mêmes fonctionnalités que l'utilisateur payant. Pourquoi payer ? Pourquoi payer ? Parce que tu peux l'utiliser plus souvent quand tu es en payant qu'en gratuit. En gratuit, tu n'as pas des requêtes en illimité. Ça coûterait beaucoup trop cher à OpenAI. Donc, tu es limité, je ne sais plus combien de requêtes, quelques requêtes par jour. Mais c'est déjà beaucoup. Parce que les gens, ils peuvent au moins tester. J'ai vu une stat là récemment, 90% des gens qui se disent déçus de ChatGPT n'ont jamais essayé la version payante. C'est énorme. S'il y a une version avant les dernières annonces, mais il y a une telle différence entre GPT gratuit 3.5 et le 4. Moi, j'ai la version payante et je vois la différence. La différence, elle est énorme. Donc forcément, les gens te disent « Ah non, c'est nul », puis tu dis « T'as essayé le payant ?» Non. Et après, il y a aussi, je pense, 30% des gens, tu leur dis « T'es sur quel site ?» Et là, ils te disent « chat.chat.open.gpt ». Tu dis « Bah oui, ça n'existe pas en fait. » Donc, il y a beaucoup de gens... refrappe, quoi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer. Mais bon, bref. Et donc ça, première chose, ils passent tout en gratuit. Deuxième chose, ils sortent la version ordinateur, application ordinateur de ChatGPT. Avant, c'était un site, ou c'était une application téléphone. Maintenant, c'est une application ordi. Ça, c'est génial, parce que tu l'auras comme Outlook, tu n'as pas plus besoin d'aller sur Internet. Plus intégré, etc. Plus intégré. Et par exemple, ils ont montré une fonctionnalité où il peut pop-up sur ton écran et il voit ton écran. Et donc, typiquement, ils montraient l'exemple où, alors ça, ils sont en train de le déployer, moi, je ne l'ai pas encore, mais tu es en train de faire du code, tu as ton GPT qui pop-up et tu lui dis « Corrige-moi la ligne 13 » et là, il t'écrit la correction de la ligne 13, parce qu'il voit la ligne 13 de ton code. Donc, il voit ton écran, tout ce que tu fais sur ton écran. Ouais, ça y est. Ils ne le déploient pas encore, hein. Je pense que ça va prendre un peu de temps, mais ils l'ont montré. Ça fonctionne. Donc pour l'instant, on a accès à l'app ordi, mais je pense que la vision sur l'écran, ça va arriver dans les prochains mois. Donc ça, c'est énorme. Et après, une fonction vocale améliorée, c'est maintenant... Ça m'a surpris. Ça, c'est incroyable. Alors en fait, la grosse nouveauté, sans rentrer trop dans le détail, mais du modèle 4O, c'est qu'à la différence des autres modèles 3, 5, 4, il n'est pas entraîné qu'avec du texte. Le 4, c'est un moteur de langage, un modèle de langage. Donc il est entraîné avec que du texte. Le 4O, il est entraîné avec de l'image, du son, de la vidéo, du texte. Et donc, il réfléchit de manière beaucoup plus globale et pas juste à partir de texte. Et c'est pour ça que, par exemple, quand tu prends une vidéo sur le modèle 4O, je peux filmer là et lui dire qu'est-ce que tu vois et en direct, il va me répondre comme un vrai assistant qui serait dans mon téléphone. Parce qu'il arrive à interagir avec de la vidéo, du son, il parle, etc. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et puis, ils l'ont connecté à Google Drive, ils ont rendu avec 4O les fichiers interactifs. Ouais, ça a beaucoup changé, franchement. Et ça a poussé, nous on le voit dans les stades de visite sur ChatGPT, ça a fait plus de 50% dans les... Ouais, non, ça a redonné le dynamisme à fond. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la vidéo où on voit en fait ChatGPT 4o qui fait un cours d'éducation de maths à un enfant. En fait, il y a une caméra qui filme l'enfant qui est en train de dessiner un triangle pour faire, un calcul de Pythagore ou autre. Et en fait, ChatGPT fait la correction en direct. Et toi, d'un point de vue éducation, est-ce que tu penses que ça va remplacer une bonne partie des profs à la maison ? C'est quoi parce que l'éducation, c'est quand même la base, et c'est là où on crée le plus de valeur. Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus ? Je pense que le problème blocage de l'IA et de GPT, c'est pas la techno, c'est l'humain. Tu vois, les gens sont tellement lents et ils s'accrochent tellement à leur truc. Moi, je pense que c'est pas prêt de remplacer. Mais les profs à la maison ou l'impact sur l'éducation, ça va être énorme. C'est qu'en fait, il y a deux choses. Il y a déjà les gens moins favorisés qui maîtrisent ça, ils vont faire des gains incroyables. C'est génial. C'est incroyable et ils vont aller très vite. Et puis même les gens qui sont déjà favorisés et qui peuvent avoir des difficultés à l'école, des choses comme ça, mais c'est incroyable. Moi, il y a quelqu'un récemment j'étais à une conférence, une dame qui m'avait déjà vu en conférence 3 mois avant, 4 mois avant, elle est venue me voir à la fin en pleurant et elle m'a dit je veux te remercier. Donc moi, je savais pas trop me mettre. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit depuis que tu m'as montré GPT, je l'utilise pour mon fils dyslexique. Et elle m'a dit à l'école, il a plus honte. Elle me dit ça paraît tout bête, mais à l'école, il a plus honte d'être dyslexique parce qu'il a son chat GPT qui l'aide au quotidien. Dès qu'il a une phrase à dire, il l'utilise. Dès qu'il n'est pas sûr comment ça s'écrit, il l'utilise. Et elle me dit, déjà, il l'utilise mieux que tout le monde. Donc, non seulement il n'a pas honte, mais en plus, il est stylé, tu vois, parce qu'il l'utilise vraiment. Et du coup, ça le cultive d'autant plus. Bah ouais. Est-ce que c'est pas justement aussi une façon pour les enfants de leur donner du temps d'écran sur ChatGPT plutôt que sur Instagram, les réseaux sociaux qui ne créent pas de valeur pour eux? Bah ouais, c'est clair. Mais c'est clair. Moi, je dis à tous les gens qui ont des gamins, amusez-vous avec ChatGPT avec votre gosse parce que, en fait, il va aller beaucoup plus vite. Moi, je commence à avoir des parents qui me disent, je le mets sur Perplexity ou sur GPT et il apprend l'histoire romaine pendant 1 heure. Parce que ça l'amuse, en fait. Il lui dit, ah oui, mais les Romains, mais comment ils faisaient pour jouer au foot ou les... C'est un enfant, quoi. Il parle, mais GPT, il répond correctement, de manière sensée,
Et il a... Et il a une conversation comme avec deux humains, etc. Exactement. Moi, j'ai un enfant de 3 ans et demi, tu sais. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je sais que c'est cours de maths. Et puis, tu peux dire à ChatGPT, fais-moi un compte-rendu sur son évolution, son efficacité, ce qu'il a bien résolu, en combien de temps. Est-ce qu'il a besoin d'autres cours pour résoudre ce type de problème? Ah ouais, c'est clair. Non, mais ça va, pour le coup, je pense vraiment révolutionner l'éducation. Non pas d'un point de vue macro, parce que je pense que l'État va mettre très longtemps à bouger. Et là aussi, pour le coup, quelle est la bonne solution quand tu es l'éducation nationale? Est-ce qu'il faut mettre des licences ou non? Enfin, c'est pas un choix que j'ai envie de faire. Je pense que c'est une horreur à décider. Par contre, au niveau micro, tous les gens qui vont commencer à l'utiliser pour leurs études, ça va être incroyable. Et dès le plus jeune âge. Moi, je dis tout le temps, allez-y dès le plus jeune âge, apprenez à l'utiliser, apprenez à prompter. C'est quand même un outil aussi qui te forme un peu le cerveau, parce que pour avoir une bonne réponse de l'IA, il faut donner une bonne question, une bonne instruction, il faut être clair dans ce qu'on dit. Et en fait, nous, on s'en rend compte tous les jours, les 90% des collaborateurs en France, ils ne savent pas énoncer une instruction claire. Ils vont te dire dans la même phrase, fais blanc et fais noir. Ou ils vont te dire dans la même phrase, j'en ai besoin demain, mardi, alors qu'on est mercredi. La manière dont tu vas faire ta question, dont tu vas l'orienter, tu vas avoir une réponse complètement différente. Exactement. Et donc, en fait, quand les enfants vont l'utiliser, vont progresser avec, et vont se rendre compte que la machine, elle n'a pas donné la réponse qu'eux voulaient, ils vont modifier l'instruction. Et ils vont petit à petit donner des instructions de plus en plus claires. Et ça, encore une fois, c'est souvent le principe de la prépa. En prépa, on t'apprend pas à être intelligent, on t'apprend à poser des bonnes questions et à structurer ta pensée. Et c'est comme ça qu'on sonne une IA. Si tu structures pas ta pensée, que tu poses pas de bonnes instructions, ça marche pas. Donc je pense que c'est super pour les gamins qui vont apprendre à structurer un peu leurs pensées et leurs idées et leurs instructions avec ces IA. Donc au-delà même du fait, comme tu as dit, que ça peut corriger tout ce qu'ils font, ça peut faire plein de choses. Donc ouais, c'est que le début, ça va être massif sur l'éducation. Ok, avant de passer à Mysteria, est-ce qu'on peut parler un peu de réglementation? Tout ce qui est éthique et réglementation, est-ce qu'il y a des abus avec l'IA? Il peut y avoir des fraudeurs, il peut y avoir de l'abus sur justement des contenus qui peuvent être, la data qui peuvent être volée, en tout cas utilisée à mauvais escient. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la réglementation? On a l'AI Act européen qui est sorti, alors qui est sorti de manière très modérée. La première mouture date il y a 6 mois, mais il y a eu encore un nouveau texte récemment. Pour l'instant, on vivote, mais c'est très très dur. Tu vois, ils disaient on va peut-être essayer de marquer les images qui ont été faites par une IA, mais déjà c'est pas si facile, le texte c'est quasiment impossible, donc c'est très dur. Je pense qu'ils vont surtout surveiller les plateformes, ils vont dire Instagram, Facebook et compagnie, d'ailleurs c'est déjà le cas. Quand tu vois une photo faite par l'IA, c'est à toi, en tant que diffuseur de la photo, de la marquer comme de l'IA. Donc eux, ils vont réagir un petit peu, mais le sujet c'est que nous on a un Mistral en France qui fait du lobbying pour diminuer la réglementation, et ils ont raison de le faire, ils ont 100% raison de le faire. On a tué trop de compétiteurs européens sur les dernières années parce qu'on a mis de la réglementation, beaucoup trop. Donc celui-là, Mistral, avec notamment des gens du gouvernement au bord de Mistral, on va essayer de militer en Europe pour pas qu'il y ait trop de réglementation. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc on est arrivé à un texte qui est un peu fade, et tant mieux, on réglemente pas trop. Après, il vaut mieux, parce qu'aux États-Unis, je crois que ça réglemente quasiment pas. Ouais, comme toujours, eux, ils créent la plus grosse boîte au monde et après ils la régulent. Nous, on la régule et après on se dit comment on peut en faire la plus grosse boîte au monde. En fait, c'est plus possible. Ouais. Donc, oui, eux, ils régulent pas trop. Et je pense qu'ils ont raison. Maintenant, ils ont raison à court terme. À long terme, c'est impossible à dire. Est-ce qu'on se retournera dans 6 ans en disant putain, c'est n'importe quoi, il y a eu des catastrophes? Moi, je suis pas assez expert pour le dire, tu vois, c'est un peu dur et personne ne l'est vraiment. Je pense quand même qu'il faut garder un œil sur toutes les dérives. Les deepfakes, il peut se passer des choses terribles. Le contenu me dérange moins parce que la fake news diffusée en IA, t'as pas besoin de l'IA pour écrire un article qui dit que Macron, tu l'as vu dans une soirée à Pigalle, à moitié bourré. Tu peux l'écrire, tu peux la capabilité avec de l'IA, mais tu peux limite faire une photo déjà aujourd'hui sans IA et tu peux écrire un article et le diffuser. Le problème, c'est pas tant le contenu, c'est le diffuseur. C'est à Facebook de vérifier les infos, ou Instagram. Donc là-dessus, sur la fake news en tant que telle, je pense que ça va aller. Ça va juste demander aux journalistes de vérifier leurs sources. Oui, BFM, va falloir peut-être arrêter à un moment donné de publier une photo parce que Martin vous a envoyé une photo fausse. Faut la vérifier, faut trouver la source. Et dans ces cas-là, je pense que sur la diffusion de fake news, j'y crois pas trop. D'ailleurs, on va vite voir, le test grandeur nature, c'est les élections américaines dans 6 mois. Là, tout le monde est en panique. On sait très bien qu'il y a une manipulation de l'opinion à grande échelle avec les réseaux sociaux et tout le digital. Ouais, c'est clair. Il faut juste le limiter au maximum, mais il est là. La manipulation, elle est là. Exactement. Et avec ou sans IA. Donc, on verra les élections américaines, comment ça se passe, mais je pense qu'ils vont réussir. Non, un peu plus dur, c'est le deepfake. C'est le vrai gros deepfake. Ton patron, il t'appelle sur un Microsoft Teams et il est là en virtuel, puis il te dit de faire un virement. Et là, ça va faire des gros enjeux. Nous, on se prépare chez Mysteria à former les gens à la cyber.
parce que ça va faire des gros enjeux cyber. J'allais te dire, cybersécurité, ça va être très compliqué. C'est clair, maintenant, il faut revenir... La fraude au président, qu'on appelle ça. Bah ouais, ça maintenant, c'est hyper facile. C'est hyper compliqué de déceler ça. Ah oui, c'est impossible. Tu peux reproduire une voix, tu peux reproduire un texte, aujourd'hui, c'est impossible. Un mail, tout. Et tu vois, il faut faire vraiment attention. Tous les jours, je vois des gamins ou des parents qui mettent leurs enfants toute la journée sur TikTok, tu vois, par exemple, ou des gamins qui font des vidéos à 5 ans. Et moi, je t'en fais attention, parce qu'on a eu un exemple il n'y a pas longtemps d'une fille de 13 ans, je crois, qui est sur TikTok. Et un jour, elle appelle sa mère. Et elle lui dit, je me suis fait enlever. Le bonhomme, il est avec moi, donc le gars, il parle derrière. S'il faut que tu fasses un virement de $100 000 sur ce compte-là, sinon il va me tuer. Là, il envoie une photo de la fille, etc. Évidemment, c'était pas une fille, c'était une IA. Et le gars, on a trouvé, en fait, il allait sur le TikTok de la nana. Il a entraîné une IA hyper facilement avec ses photos et sa voix parce qu'il y a tout sur TikTok. Donc, tu vois, on revient à un truc cyber de base. C'est de dire, en fait, si tu veux éviter les dérives de la super techno, commence par pas mettre ta tête sur les réseaux sociaux. Commence par ne rien valider si tu ne vois pas la personne en physique qui te parle. Donc, on va revenir à des vérifications cyber hyper terre à terre et hyper humaines. Et il y en a besoin. Parce que sinon, il y en a qui vont se faire vraiment avoir. Et il y a toujours un décalage entre la vitesse à laquelle va la techno et la vitesse à laquelle les gens se forment. Et du coup, le décalage fait qu'il y a plein de dangers qui arrivent. Et là, les grosses boîtes, ils ont peur parce que typiquement, qu'ils disent non, l'IA c'est interdit, on verra plus tard. Mais je leur souhaite une chose, c'est qu'ils perdent $10 millions par un collaborateur qui s'est fait duper par une IA, un deepfake. Et puis après, ils diront peut-être qu'on aurait dû mettre 50 000 € pour se former. Ouais, je pense. Je me fais un peu le détracteur de l'IA. J'avais vu quelques vidéos tournées où en fait, tu vois une IA qui analyse des employés. Ils sont dans un open space. Les employés, il y a certains qui bossent, d'autres, il est sur son téléphone. Et en fait, tu vois des carrés autour des têtes des gens. Carré vert pour les gens qui bossent. Donc, tu vois la productivité journalière de la personne. Donc, elle a bossé peut-être 6 heures d'affilée. Et tu vois un autre qui a bossé 2h30, 3 heures parce qu'il est très distrait. Ouais. Et donc, du coup, tu peux espionner les gens. Est-ce que tu vois des dérives comme ça ? Je crois que c'était en Chine, je pense. Ouais. Des dérives énormes. Et la Chine, des dérives énormes. C'est pour ça qu'ils ont réussi à faire un scoring de leurs citoyens. Enfin, citoyens, leurs habitants en tout cas. Parce que tu vas dans la rue, tu jettes un papier, l'IA elle te reconnaît, elle sait qui t'es et tu perds 2 points sur ta note de citoyen. Donc ouais, c'est un peu le film, c'est pas Heure, je sais plus comment il s'appelle le film. C'était les séries sur Netflix là. Ouais, je vois, mais j'ai plus en tête. Mais ouais, donc les dérives elles sont énormes. Maintenant dans les pays européens, on n'y viendra jamais. Jamais. Ouais. Trop régulé. La France, déjà la réglementation française refuse que tu puisses identifier quelqu'un grâce à une vidéo de sa tête. C'est illégal. On peut scanner ta tête tu as ton iPhone, il a le droit de scanner ta tête pour reconnaître qu'entre hier et aujourd'hui, c'est la même tête. Par contre, ils n'ont pas une techno qui permet de dire « Ah, j'ai vu cette tête-là, c'est Mathieu ». C'est illégal. Tu veux pas être reconnu pour ça, donc je pense pas qu'on y vienne. Par contre, oui, il y a des pays, mais tu parles de la Chine, mais la Chine, c'est en train de mettre ça partout en Iran. Hein. J'ai vu un reportage hier encore. Ils sont en train de mettre leur reconnaissance faciale partout dans les rues en Iran. Et en fait, en Iran, quand t'es une femme voilée qui enlève son voile pour se rebeller, à la vie de la caméra, elle te voit, t'as un avertissement, puis la deuxième fois, tu vas en prison. Donc oui, c'est des grosses dérives. Au contraire d'avoir plus de liberté grâce à l'IA en étant plus intelligent, c'est des privations de liberté. C'est clair. Maintenant, je pense qu'il n'y a que les pays autoritaires qui viendront là-dessus. La Chine, ils n'ont pas attendu l'IA non plus pour faire des choses horribles comme ça. Je suis d'accord. Voilà. Par contre, ça fait aussi que ces technos... le bon côté, c'est que la voiture autonome, on n'a jamais été aussi près parce que justement, elle est capable de détecter. Je voyais encore hier une Tesla, elle détecte une centaine de voitures autour d'elle, ce qu'un humain peut jamais faire. Donc, elle analyse beaucoup plus de trucs. Donc, il y a aussi plein de bons côtés, mais ouais, le côté reconnaissance faciale, il est dur. Après, nous, je pense qu'on l'utilisera quand même. Tu vois, il y a des aéroports qui se posent beaucoup la question. Et en fait, ça nous faciliterait la vie de rentrer dans un aéroport que moi, je pense, dans un aéroport français, je m'en fous. Je serais plus content qu'ils reconnaissent ma tête et qu'ils peuvent passer direct. Sport, etc. Ouais. Bien sûr. Bien pour reconnaître un terroriste ou des gens qui sont fichés, etc. Le truc, c'est où est-ce que tu mets la limite. Je fais ça, mais même dans la rue, j'ai envie de te dire, est-ce que j'aimerais qu'il y ait une IA dans la rue qui reconnaisse la personne qui vole un sac et qui l'arrête directement? Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Et oui, ça veut dire que moi aussi, je reconnaîtrais mon visage. On y vient. Je pense qu'on n'ira jamais autant que la Chine, comme tu dis, au travail, dans les lieux de travail pour regarder la productivité. Je pense ce sera totalement illégal. Par contre, dans la rue, il y a des fortes chances. C'est déjà bien équipé, on a des caméras un peu partout dans la rue. Ouais, et des caméras de plus en plus intelligentes. Béziers, je crois, des caméras assez intelligentes pour reconnaître un petit peu. Donc, si c'est l'État qui garde la donnée, si c'est des entreprises privées, ça devient un peu plus gênant. Quoique, je sais pas, Instagram, s'ils veulent reconnaître mon visage aujourd'hui, ils ont assez de choses sur moi pour reconnaître mon visage.
Donc, c'est toujours pareil. Moi, je suis très data friendly, en fait. Mais je pense que la génération, c'est comme ça, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de notre génération. Ok, hyper intéressant. On parle un peu de Mysteria. Donc, Mysteria créé il y a un peu plus d'1 an. Yes. Et des chiffres monstrueux. Tu mentionnais 5 à 6 000 apprenants. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'aventure Mysteria, comme tu l'as vécu, ce qui s'est passé? Moi, je te suis bien évidemment, je suis tout ce qui se passe chez Mysteria et je vois les chiffres exceptionnels. Ça montre le besoin aussi de se former et d'intégrer l'IA un peu partout, que ce soit en B2C ou en B2B. Ouais. Donc, Mysteria commence en mars sous forme de newsletter. Comme je disais, entre mars et août, on fait de la newsletter simplement avec mon associé qui est mon frère et que tu connais bien. Et toutes les semaines, on fait un peu de veille marché sur ce qui se passe dans l'IA. Et c'est à partir de juillet qu'on se dit, on va faire une petite levée de fonds pour aller plus loin, recruter des équipes et accompagner les entreprises. Donc ça, je dirais à partir de juillet, mais vraiment, ça commence début septembre. Donc tu vois, on a moins de 8 mois d'activité aujourd'hui. Mysteria, c'est 30 personnes. Aujourd'hui, on a 30 collaborateurs à peu près. Tu es passé de 0 à 30 en 8 mois. Ouais, on est 28 exactement. Et je pense, tout porte à croire qu'on sera à 40, 50 en fin d'année. Parce que ça va hyper vite. Et toutes les semaines, on recrute, on ouvre des postes. Donc ça va très vite. On accompagne à peu près 200 boîtes, donc c'est beaucoup sur notre verticale. On est 60% immobilier. On a une BU dédiée à l'immobilier, que ce soit de la promotion, de l'agence immobilière, de notaire de plus en plus, investissement. Donc on a 60-65% de tractivité immobilière. Et là, depuis peu, on a une business unit qui est généraliste, parce qu'on a trop de demandes hors immobilier. Donc on les traite, évidemment, on va pas dire non. Donc voilà, sur les grands chiffres. Sinon, nous, notre conviction, c'était, comme je te disais au début, c'est de se dire on va faire et de l'audit conseil et de la formation. Et en fait, je pense que là, on a été bon, en tout cas, on est plutôt content de notre virage. Fait que très vite, on a mis l'audit conseil derrière nous. Très vite, on finit encore des missions et elles se passent bien et on a une valeur ajoutée. Par contre, en tant que pur entrepreneur, c'est pas la même marge, c'est pas la même difficulté, c'est pas la même valeur ajoutée. Tu peux pas scaler autant. Il y a plein de choses et de manière très profonde, je pense aussi que la formation, elle est maintenant plus adaptée que l'audit. C'est qu'en fait, nos outputs d'audit, très souvent, c'est de dire il faut former toutes les équipes. Il faut y aller. Donc maintenant, on fait des plus petits audits. On va former les collaborateurs. C'est un diagnostic court. Enfin, un diagnostic qui est beaucoup formé derrière. Diagnostic de leur cas d'usage et c'est plus rapide, c'est plus efficace. Donc, on fait maintenant 80% de formation, alors qu'avant, c'était plutôt 30-40. Je me rappelle. C'était 30 et 70 d'audit. Maintenant, on fait 80 formations et 20% d'audit conseil. Voilà là-dessus. Donc, on a formé, on a acculturé déjà à peu près 10 000 personnes. Acculturé, si on fait des sessions d'1 heure, 1 heure et demie, on parle d'IA. Des sessions, on a à peu près 10 000 personnes, et en présentiel, on doit être à 3 500, 4 000 personnes formées. C'est énorme. Ouais. En l'espace de 8 mois, c'est monstrueux. Ouais, c'est énorme. C'est monstrueux, mais ça reste tout petit à l'échelle de la France, quoi. Exact. Moi, je veux former 150 000 personnes par an, en fait. Donc, on n'a pas fait ça, on n'a pas réussi. Et si moi, je fais ça, ça veut dire qu'en 10 ans, je vais former 1,5 million de personnes. Ça mène à 65 millions à former. Donc, tu vois, on est loin de ce qu'on va faire. Bon, Martin, on arrive à la fin de cette interview. Yes. Merci beaucoup. Hyper intéressant. Bravo pour ce beau parcours sur Mysteria. C'est le début. C'est que le début, avec de belles surprises qui arrivent très bientôt, on l'espère. J'espère. J'en doute pas. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que surtout tu utilises l'IA et tu utilises l'IA tous les jours. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, me dire si tu utilises l'IA et quel type d'IA tu utilises. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel interview expert.